Salut géocacheurs, bienvenue dans cette petite foire aux questions. Je suis en compagnie de Beeper, que vous connaissez sûrement pour ses vidéos sur le géocaching, et Nick, qui est un reviewer. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Nick, expliquer un petit peu ce que tu fais pour le géocaching? Bon, je suis géocacheur depuis 2004. Quand j'ai commencé, il y avait environ 400 caches en France. Donc mon nom de joueur c'est Steamtrain, S-T-E-A-M-T-R-A-E-N. Mon nom de reviewer c'est Reviewer. Reviewer, comment t'écris Reviewer? R-I-V-I-O-U-V-E-U-R. C'est donc le mot reviewer avec une prononciation un peu à la française. Je suis reviewer depuis fin 2006. D'accord, quasiment depuis les débuts quoi. Depuis le début, il y avait environ 1100-1200 caches en France quand j'ai commencé à publier les caches. Vous êtes combien de reviewers en France? On est 11 comptes, donc 11 usernames qui ont mais derrière se cachent 2 couples, donc on est 13 personnes. Il y a les Van de Gore et les Au Bonheur du Cache, où c'est monsieur et madame, toutes les deux qui sont reviewers. Donc bon, on va commencer par les questions des abonnés. Alors déjà, qu'est-ce qu'un reviewer? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Nick, ce que c'est? Ben en fait, quand vous créez une cache et vous rédigez votre page sur geocaching.com, on ne peut pas permettre à ce que n'importe qui peut mettre n'importe quelle page, on sera spammé à mort. Et on aura aussi des caches totalement non conformes, des gens qui n'ont rien compris dans le jeu. Et donc on est là pour assurer, et donc il y a des guidelines qui sont quelles caches sont publiables, on est juste là pour assurer que une cache qui est publiée est conforme avec ces guidelines. Et quand c'est fait, on appuie sur un bouton et ça crée un log qui est le premier log normalement, sauf quelques notes du honneur qui dit published, et ça donne le nom du reviewer qui a publié la cache. Donc il ne faut pas contacter le reviewer pour demander où se trouve la cache ou est-ce que c'est camouflé, etc. Parce qu'on ne sait pas. Ça, c'est le propriétaire de la cache dont le nom figure en haut de la page. Est-ce que les reviewers vont vraiment sur les lieux d'une cache pour valider une cache, tout simplement? Cette année, on va publier entre 40 et 45 000 caches en France. À 13 personnes. Donc je vous laisse faire le calcul de combien de kilomètres on devrait faire en hélicoptère, voire système de téléportation si c'était le cas. Y compris pour les T5 et les caches à 3000 mètres d'altitude. Donc non, votre cache est reviewée à partir de la page. Et en fait c'est important parce que notre mission est d'assurer la cohérence des caches avec les guidelines. C'est important à souligner. On est là pour garantir que la publication des caches est conforme. Il existe par exemple d'autres sites de listing des géocaches. Donc on n'est pas là pour valider votre cache physiquement. Bon, évidemment, si tu dis c'est dans un obus du Deuxième Guerre mondiale, attention à ce que ça n'explose pas, on fait un peu attention à ça. Mais en général, notre souci majeur, c'est plutôt la page que la cache en elle-même. Bon, évidemment, la cache doit exister. Je tombe parfois sur des caches loguées DNF, donc DNF Don't Find, 5, 6, 7 fois au plus à la suite, sans réponse et sans maintenance de l'honneur. Le reviewer peut-il archiver la cache? Et si oui, pourquoi ne le fait-il pas systématiquement? Le reviewer peut archiver toute cache, c'est clair. Premièrement, il faut savoir que nous gérons les caches pour la France, avec les dom-toms, et pour la partie de la Belgique qui n'est pas la Flandre. Et nous avons au total près de 300 000 caches actives. Donc nous avons une approche plutôt quantitative à ce type de questions, au moins en premier lieu. Ensuite, on traite quand même, on discute tout le temps des caches individuelles, mais pour les questions comme ça, il y a à un moment donné 5 ou 6 000 caches qui ont très clairement besoin d'une maintenance. Donc, le site a des algorithmes qui détectent, par exemple, des séquences de DNF, mais aussi d'autres questions concernant le fait qu'une cache n'a pas été trouvée, etc. Et qui affiche on a un tableau avec les scores de santé des caches. Et de temps en temps, périodiquement,
on va sur les caches qui ont les scores de santé inférieurs et on les... Vous allez physiquement sur les caches? Non, allez, on passe en revue des caches, on consulte les caches et on met une note dessus on désactive la cache en disant écoutez, visiblement cette cache a des problèmes d'après les informations dont nous disposons, qu'en est-il? Et parfois, le placeur, en fait, les 5 ou 6 DNF qui étaient évoqués dans la question, c'était un groupe qui passait et qui ont tous logué DNF. Et puis le propriétaire dit non, je suis allé sur place, la cache est là, il réactive la cache. Il peut arriver effectivement que des fois on géocache voilà, entre amis géocacheurs et effectivement à une même heure, un même jour, et on log 5-6 DNF d'affilée. C'est pas pour autant que ces DNF représentent quelque chose. Souvent quand on géocache en groupe, on a à peu près la même approche et donc ça peut arriver qu'on fasse voilà, 5-6 DNF en même temps. Donc en fait, bon, la deuxième partie de la question, pourquoi on ne le fait pas systématiquement? On le fait de façon assez systématique, Ouais. mais pour être certain d'attraper 100% des cas, on aura énormément de faux positifs. Donc en fait, c'est un compromis entre un algorithme qui essaie de détecter les problèmes sans que chaque placeur soit embêté à chaque fois par des... Et aussi le temps que ça prend au reviewer de le faire. Parce qu'on n'a pas un bouton sur lequel on appuie, on crée des logs. Alors on a des outils mi-automatisés qui font ça, mais en général c'est un certain effort, c'est un certain nombre de minutes et d'heures passées devant l'ordinateur à ce que ça fasse des logs, etc. Et donc il y a énormément de compromis. Le géocaching, c'est une bonne métaphore pour la vie, il y a beaucoup de compromis. Il y a des gens par exemple qui disent mais pourquoi les reviewers ne sont pas plus cohérents? Et en même temps, pourquoi il n'y a pas plus de reviewers pour une réponse plus rapide? Mais plus vous avez de reviewers, plus c'est difficile d'assurer la cohérence. Oui, surtout parce qu'on n'a pas de formation dans laquelle on a une formation. Mais dans la formation, nouveau reviewer est accompagné par un reviewer existant, le temps d'apprendre les bases et ensuite de raffiner ça un peu sur les détails. Mais ce qui ne fait pas partie de la formation des reviewers, c'est que nous portons un uniforme avec un gros M et une casquette bienvenue chez McDo, etc., avec un niveau de service homogénéisé, parce qu'à ce moment-là, ce sera homogénéisé sur le minimum. Donc on reste des êtres humains, on reste des géocacheurs, on reste des gens qui connaissent le jeu et qui savent que, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas si faciles que ça à encadrer. Peut-on demander à un reviewer de publier une cache à une date et une heure précise? Oui, je dirais dans la limite du raisonnable. Ne pas soumettre 100 caches et demander à ce que le premier soit publié à 2 h du matin et le prochain à 2 h 30 et le troisième à 3 h. Nous avons un outil qui permet de programmer ça, mais l'outil en lui-même n'est pas hyper sophistiqué. Okay. Ça marche à la demi-heure près, entre autres parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer côté serveur. Donc, ne pas demander à ce qu'une cache soit publiée à exactement 2 h 17 et l'autre à 2 h 21. Mais vous pouvez. L'autre chose, c'est que ne pas demander à 11 h du matin, soumettre une cache à 11 h du matin en demandant que ce soit publié à 16 h le même jour. Alors, parce qu'il faut respecter comme délai pour Alors, quand vous publiez une cache, vous recevez une note qui dit, un email qui dit un reviewer va commencer à examiner votre cache dans les 7 jours. Alors, nous essayons de faire beaucoup mieux que ça, mais surtout dans les périodes où il y a peut-être beaucoup de caches et des reviewers en vacances, je dirais, si vous voulez qu'une cache soit publiée le samedi après-midi, soumettez-le le mercredi. Et mettez clairement dans la note, bonjour, j'aimerais que la cache soit publiée tel et tel jour, à telle et telle heure. Et on fait de notre mieux. Alors personnellement, si je peux rajouter une petite note, c'est que moi-même, j'ai forcément eu cette expérience. Je l'ai demandé 2 fois uniquement de programmer la cache et c'est vrai qu'il vaut mieux prendre sur 2-3 jours d'avance que plutôt demander dans la même journée. Sinon le reviewer ne va pas aimer et vous allez être détesté de toute la communauté. Ah, grande question. Celle-là, je pense que tu vas l'apprécier. Est-ce que les reviewers sont rémunérés? Grande question qui est régulièrement posée. Alors, rémunération, non, on n'a pas de contrat. Ouais. Ce qui se passe, c'est que... alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Alors, on a un paquet à Noël. Alors,
Je ne sais pas si ça existe en français, mais aux États-Unis, surtout en Angleterre, tu as la notion que si tu as été sage, le Père Noël t'apporte des jouets, et si tu n'as pas été sage, il t'apporte un morceau de charbon. Si ça me parle. Ouais, et donc, on parle de notre paquet de Noël. On dit qu'est-ce qu'on va avoir comme charbon cette année. Donc on reçoit un petit paquet avec quelques gadgets, des coins, un t-shirt, des choses un peu sympas. Donc vraiment des goodies un peu meilleurs que ce qu'on trouve dans une cage. Et on a notre abonnement premium du reviewer, mais aussi du joueur est payé. Donc, ça fait donc maintenant tous 12 ans que je n'ai pas payé de ma cotisation de premium. Bon, c'est qu'un avantage de $30. Oui, c'est un gros avantage. Mais bon, c'est environ tout. Hein, c'est toute la rémunération. Les reviewers ne veulent pas être rémunérés. C'est pas le but. C'est pas le but. Et à ce moment-là, on aura besoin d'un modèle où les gens paieraient pour publier une cache. Et je crois que c'est important à souligner que même les membres basiques peuvent placer des caches. Ils sont publiés, ces caches sont publiées exactement de la même façon que les membres premium. Il n'y a pas de différence qui est faite. Les membres premium peuvent créer des caches premium member only. Mais c'est tout. Le reviewing est identique. Quand moi j'ai la liste devant moi des caches qui sont à publier, je n'ai pas d'indication si le placeur est premium ou pas, par exemple. Question suivante, elle se rapproche un peu de celle-là. Comment devient-on reviewer? On reçoit un appel à 3 h du mat qui fait une proposition qu'on ne peut pas refuser. On devient reviewer quand on identifie qu'on a besoin de rajouter des gens à l'équipe. En cas d'une retraite ou en cas d'expansion générale du jeu ou constatation que le charge de travail augmente. Donc ça se passe comment? Vous postez une demande? Non, on ne demande pas de candidature. Ça se fait plutôt on dit toujours que quelqu'un qui postule est trop bête pour quelqu'un qui veut vraiment faire ce métier. Il faut c'est plutôt des sollicitations de la part des reviewers auprès de Geocache. En général, on parle entre nous des gens qui nous ont impressionnés par ce qu'ils font pour la communauté, par leur capacité de communiquer. Il faut aussi savoir un tout petit peu se débrouiller en anglais. Chaque reviewer aussi donnerait peut-être d'autres exemples des choses, des attributs d'un bon reviewer. Pour moi, c'est la communication avant tout. Il n'est pas nécessaire d'avoir placé 400 caches ou d'avoir trouvé 10 000 caches pour devenir reviewer. L'expérience est importante, mais c'est aussi dans le temps. Mais c'est une maturité d'esprit et une capacité de vivre en communauté, de faire des compromis tout en respectant les règles. Il y a beaucoup de contradictions un peu inhérentes à ça. On veut donner un maximum de service. Tout reviewer, aucun reviewer n'aime refuser une cache. C'est vraiment, OK, désolé, je ne peux pas publier votre cache. Si vous faites ça ou ça ou ça, je peux le publier, mais sinon, je ne peux pas. Et on est toujours déçus. On est toujours déçus quand on ouvre une cache et on ne peut pas le publier. En revanche, moi, je pourrais être très populaire parmi les placeurs en cliquant sur Publish sur 100% des caches que je reçois. Donc, on est dans une situation où parfois on doit refuser des choses. Et donc, c'est un métier un peu service au client, bien que, et c'est très important, nous sommes là pour la publication des caches et pour assurer la cohérence du parc des caches avec les guidelines, et nous ne sommes pas les représentants de Groundspeak. Groundspeak n'attend pas de nous qu'on fasse du customer support. Donc, si vous avez une question concernant votre abonnement premium, on ne peut rien faire. Non seulement on ne peut rien faire parce que techniquement on n'a pas les moyens, mais Groundspeak ne veut surtout pas qu'on propose des opinions à travers votre abonnement premium ou des choses comme ça. On ne peut tout simplement pas vous aider là-dessus. Et on est entre la communauté et Groundspeak. Le jeu est basé sur l'existence de la communauté. Il y a des limitations à ce que Groundspeak peut faire parce que la communauté est un bloc de facto qui détermine quelles sont les possibilités du jeu. Donc c'est pas une boîte comme Google qui décide de faire quelque chose et tout le monde suit. Combien de caches par jour ou par semaine reçoit un reviewer en termes de quantité? Et comment se fait la répartition entre les reviewers, les 11-12 reviewers en France? Alors,
Nous allons publier cette année, je pense, entre 40 et 45 000 caches. Donc, il y a des semaines avec 1400, il y a des semaines avec 600. Ah oui, d'accord. Bah, il suffit de diviser ça entre 45 000 par 52. Ensuite, il y a une liste de caches. On voit la région, mais on ne les découpe pas par région. Dans certains pays, c'est différent. Vous allez en Allemagne, c'est des groupes groupés de façon régionale. Pas forcément par Bundesland, mais par groupe. Il y a le nord et le sud et la Bavière, l'ouest et la Bavière. Quand vous proposez votre cache, ça pourrait être publié par n'importe quel, ou pris en compte par n'importe quel reviewer. D'accord, ça ne dépend pas de la région Non, alors, si vous placez votre cache dans l'extrême est de la province de Liège en Belgique, qui est la partie germanophone, il y a 3 des reviewers qui sont capables de lire votre description en allemand et de le juger. Mais à part ces questions, si votre cache est en français et quelque part sur le reste du territoire que nous reviewons, ça peut être n'importe qui. D'accord. Vous ne vous occupez pas que de la France, vous vous occupez aussi Alors, la France, les dom-toms. D'accord. Depuis l'année dernière, depuis cette année, je pense, on a finalement obtenu la responsabilité pour la moitié nord de l'île de Saint-Martin, qui avant était un territoire reviewé par les Néerlandais, parce que c'est une île partagée entre les Pays-Bas et la France, et pour des raisons... Non, ce n'était pas la guerre, c'était juste des raisons historiques. Donc tous les dom-toms, et la partie de la Belgique qui n'est pas la Flandre. Pas la Suisse romande, et pas le Québec. Donc pas toute la communauté francophone du monde, mais une grande partie. Est-ce que les reviewers vérifient, corrigent les fautes d'orthographe dans les descriptifs? Non. Merci pour ta réponse. Ce n'est pas notre responsabilité. D'ailleurs, il est toléré que la description soit entièrement vide. Donc au moment qu'on peut écrire rien, tout au-dessus de ça, c'est un bonus. Vous pouvez rédiger votre cache en anglais ou en allemand. Il y a des mystères. Et le mystère, c'est que c'est écrit en langue Klingon ou en langue Navajo. J'en ai vu un en Allemagne et c'était en croate, sauf que tous les mots étaient écrits à l'envers. Ça fait partie de l'énigme. Donc, le descriptif ne fait pas la cache. Il faut que les descriptions soient family friendly et ne comportent pas de pub. Mais si vous n'aimez pas le fait qu'une cache contient beaucoup de fautes d'orthographe, n'hésitez pas à écrire au propriétaire, il serait certainement ravi de recevoir vos corrections. Alors juste si je peux rajouter un petit mot, bon moi je ne suis pas reviewer mais j'ai déjà eu cette expérience-là, c'est-à-dire pour les descriptifs qui restent vides, forcément c'est autorisé mais il y aura le reviewer qui va mettre une petite note pour dire, voilà, pour vous solliciter une petite description quand même, voilà, ils vont dire que c'est assez peu commun de laisser un descriptif vide, donc voilà, moi personnellement je préfère qu'il y ait une petite histoire, même si ça parle d'autres choses, de la pluie du beau temps. Autant mettre un petit quelque chose. Il y a quelques années, dans les forums, un forum officiel, quelqu'un mettait une petite note en disant « Mais pourquoi est-ce que tu veux que les gens visitent cet endroit? Et si c'est juste pour trouver ta cache, bof. Ouais. Et donc, si tu n'as rien à dire sur l'endroit où tu places une cache, bof. Ça, c'est marqué officiellement sur le site de géocaching. Peut-être. Ça me dit quelque chose. Ouais. Donc, il m'arrive aussi, donc avec les nouveaux placeurs quand la description est vide, je ne fais pas toujours ce message. Hein, si les gens ne veulent rien écrire. Un petit peu une autre question dans ce style-là. De plus en plus de caches sortent de sous terre. Certains n'ont pas de descriptif ou sont bourrés de fautes d'orthographe. Quels sont les critères concernant le sujet pour la publication des caches? Il n'y a pas de critères de qualité concernant la description. À condition que, comme dit, il n'y a pas de pub, qu'il n'y a pas de... qui ne milite pas pour une cause. Pour l'instant, de temps en temps, on a des choses... par exemple, je ne sais pas, pour l'agriculture bio. Vous ne pouvez pas faire un cache qui dit l'agriculture bio, c'est super sympa, etc. Non. J'en ai fait les frais un jour. Et en fait, quelle que soit la cause, il arrive aussi qu'on a des trucs, je dirais, avec lesquels personne ne pourrait être en désaccord.
contre le cancer du sein ou un truc comme ça, désolé. Ça non plus, Non, parce que Ouais, non, qui va décider on peut pas qu'est-ce qui est une bonne cause et qu'est-ce qui est une mauvaise cause? En fait, on a une règle très simple. Pour savoir si votre texte milite pour une cause, si on vous demande de supprimer une phrase et vous refusez, c'est que votre texte milite pour une cause. C'est pour ça que vous l'avez mis, c'est pour ça que vous refusez de l'enlever. Okay. Et c'est notre test hyper simple et ça marche dans tous les cas. Donc il arrive pas. Et alors, assez souvent, les gens n'ont aucune intention de militer pour une cause, mais on dit bon, si vous pouvez juste, ou par exemple, ils n'ont pas l'intention de faire de la pub pour le restaurant. Mais ils disent, après que vous avez trouvé, tiens, il y a un restaurant sympa en face, et on va leur demander, désolé, ne pas recommander le restaurant d'en face. Là encore, dans l'intérêt de ne pas pousser les limites. Donc si on met la limite là, et en fait la vraie commercialité est là, mais si on laisse cette zone entre les deux vide aussi, on a un peu de marge. C'est ce qui m'était arrivé ça avec un reviewer quand j'étais parti en vacances. J'avais mis comme quoi voilà, j'avais dormi ici, voilà, dans cette maison, c'était un truc, une chaîne quoi, un truc. Et le reviewer m'a demandé d'enlever ces phrases parce qu'il dit que ça promouvoit totalement, et ce que je comprends, hein, et il avait totalement raison. Donc c'est pour ça, si un reviewer vous dit d'enlever ou de modifier des trucs, faites-le, voilà, faites pas la guerre. Comment lutter contre les poseurs fous qui ne mettent jamais les bonnes coordonnées, dont les coordonnées pointent n'importe où, comme au milieu des piscines municipales, ou qui posent dans des murs en pierre, des zones protégées, comme des dunes en bord de mer? Ça, c'est la première partie de la question. Alors, comment lutter? Nous ne luttons contre personne. Nous traitons des caches individuellement. Si vous voyez qu'une cache n'est pas aux coordonnées, vous loguez Needs Maintenance. Si vous n'avez pas de réponse à votre log Needs Maintenance, vous pouvez loguer Needs Archived. La différence entre les deux, le Needs Maintenance est envoyé au propriétaire, et ça compte aussi pour l'algorithme de santé de la cache. Le Needs Archived serait lu dans un délai de 24-48 heures par un reviewer. Directement par un reviewer. C'est pas pour autant qu'il va immédiatement cliquer sur le bouton Archive, mais vous attirez l'attention de l'ensemble des reviewers et quelqu'un va lire ce message. D'accord. Donc, c'est vraiment les étapes à respecter. Ouais. D'abord le Needs Maintenance. Needs Maintenance, bon, d'abord le message. Le write note, écoute, où vous envoyez, vous avez le centre messagerie. Bonjour, j'ai visité votre cache aujourd'hui, sauf que je crois que ou vous avez passé votre cache dans les dunes, est-ce vraiment une bonne idée? Donc, on négocie entre adultes. Ensuite, vous avez le Needs Maintenance qui alerte le reste de la communauté, et s'il n'y a pas de réponse, vous avez le Needs Archived à ne pas en abuser. Et le reviewer va regarder et il va peut-être être d'accord avec votre point de vue et peut-être pas. Donc, ce n'est pas une question de lutter contre les mauvais placeurs, c'est plutôt de regarder les caches individuelles qui sont mal placées. Deuxième partie de cette question du même géocacheur. Bref, il y a des anomalies que les reviewers pourraient voir et il y a des zones que seuls les autres chercheurs peuvent observer. La réponse, je pense que tu l'as formulée. Si des géocacheurs observent certaines choses, ils peuvent le manifester. Oui, évidemment, je dirais, si vous faites le Needs Archive en disant attention, pour arriver à cette cache, j'ai dû traverser un trou dans une clôture de fil barbelé et 3 panneaux, attention, zone militaire, interdiction d'accès, voici quelques photos. Le reviewer va avoir tendance à prendre votre côté. Il va certainement contacter le placeur en disant écoute, selon ce chercheur, vous êtes sur une zone militaire dans un milieu d'un champ de mine. Est-ce qu'il a raison? Peut-être que la personne revient en disant non, il n'a pas raison du tout. C'est lui qui ne sait pas opérer son GPS. Voici la photo que j'ai prise, géolocalisée à l'appui devant, dans une glissière. Au milieu de nulle part, totalement inoffensif. Donc il y a toujours deux côtés de l'histoire. Mais bon, évidemment, c'est une question de le poids poids des différentes pièces à conviction. Ok. Alors la prochaine question, elle m'intéresse particulièrement. Elle a été posée par Cécile91. Est-ce qu'un reviewer a encore le temps de faire du géocaching? Oui, mais peut-être moins qu'avant. Parce que je dirais le temps que tu passes au reviewing doit venir soit du temps que tu passes au geocaching, soit du temps que tu passes à autre chose. Personnellement, je fais moins de geocaching qu'il y a 6-7 ans, mais c'est aussi plutôt à cause des changements dans d'autres aspects de ma vie. Le reviewing peut faire le soir, peut se faire le soir.
Donc, mais en général, nous avons dans notre vie un certain nombre d'heures par semaine pour nos passe-temps. Et si on passait 20 heures par semaine à faire du geocaching et on devient reviewer et on passe 10 heures à faire du reviewing, soit on fait 10 heures moins de regarder la télé, soit on... Donc, mécaniquement. Mais je dirais que les reviewers en général placent moins de cash qu'ils ne plaçaient avant de devenir reviewer. C'est peut-être le constat que je fais. Mais je connais des reviewers qui trouvent plus de cash que je... Moi, quand je suis devenu reviewer en 2006, et l'année où j'ai trouvé le plus grand nombre de géocaches, c'était en 2009. Alors, attention. Question des abonnés terminée. On enchaîne avec mes questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir reviewer? La notoriété. Oui, voilà. C'est ça, ton secret. Le pouvoir. Voilà. Pouvoir, ouais. Ça m'intéressait de savoir comment ça marchait, en fait. Ça, je crois que ça nous fatigue. J'ai une certaine curiosité. Non, mais j'ai un peu par curiosité. Ouais. Parce que en fait, j'ai fait un event et le reviewer de l'époque était venu à cet event chez moi. Et il s'est installé devant mon ordinateur pour publier les caches, mais il m'a demandé de ne pas regarder pendant qu'il le faisait. D'accord. Okay. Bien sûr, tu as regardé à côté. Non, mais bon, c'est top secret, je dirais, c'est pas les codes nucléaires, mais personnellement, j'ai cette curiosité de comment est-ce que ça marche. Ensuite, c'était la possibilité de rendre quelque chose au jeu que j'appréciais énormément et qui m'a changé la vie. Ça me donnait la possibilité de faire des choses pour les gens que je ne faisais pas à cette époque-là, en tout cas, dans d'autres aspects de ma vie. Donc c'est aussi un complément des activités professionnelles que j'avais à l'époque. Combien de caches as-tu à ton actif? J'ai trouvé 9200 caches environ. Juste 9000 caches. Ouais, juste. C'est tout. J'étais le premier en France à trouver 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000. Maintenant, à 9000, je crois que je suis 250e en France. Ouais, j'en ai placé 80 environ. Je crois qu'il y en a 50 qui sont encore actifs. Prochaine question. Comment Groundspeak communique avec les reviewers pour donner de nouvelles guidelines, par exemple? Y a-t-il des events privés, des réunions? Sans dévoiler trop. Non, mais il y a des communications régulières. Il y a un forum des reviewers au niveau mondial. Il y a un forum des reviewers français. Il y a on s'est rencontrés la semaine dernière à Avignon. Donc les reviewers français se voient une fois par an. Et il y a quelqu'un de Groundspeak qui vient nous rejoindre pour aider à animer la réunion. Un reviewer américain ou Non, un employé, laquais. Oui. Ensuite, on fait traditionnellement une réunion, une event public. Donc c'était à Avignon la semaine dernière. L'année dernière, c'était à Paris. La photo qu'on a vue sur Facebook. Voilà, on fait l'event public après notre discussion en interne qui a lieu dans un bunker secret. Bah oui, du coup la prochaine question, connais-tu les autres reviewers français, je suppose? Oui. Voilà. Et les reviewers dans le monde, est-ce que tu les as déjà rencontrés et est-ce qu'il y a pareil des events, des réunions? Jusqu'à il y a 4-5 ans, il y avait une réunion annuelle des reviewers mondiaux et ça ne se fait plus parce qu'on sera tellement nombreux. Donc il y a des réunions informelles aussi. Quand il y a les grands événements, les méga internationaux, il y a une discussion entre reviewers. Tiens, est-ce qu'on va faire une sortie des dîners des reviewers la veille de l'événement, etc. Des choses comme ça. Donc on se connaît et on a aussi un groupe Facebook et un forum international des reviewers. Mais surtout le forum officiel où Groundspeak est présent et on peut aussi demander de l'aide là-dedans. Es-tu déjà allé ou as-tu déjà été invité au Geocaching HQ à Seattle? Oui, plusieurs fois. J'étais dans le coin pour des vacances dans 2 cas. Une fois j'ai été invité, mais c'est c'était pas en tant que reviewer, c'est parce que j'avais créé un logiciel qu'ils utilisent. D'accord. Et qu'en as-tu pensé C'est magnifique. J'ai visité 3 des bureaux. Ils ont déménagé de bureaux plusieurs fois. Ils ont eu, je crois, 5 bureaux. J'en ai visité 3. C'est hyper sympa. Je recommande à tout géocacheur qui est sur le côte ouest américain d'y aller. Non seulement parce que vous pouvez trouver le Ape Cache
qui était le premier cache sponsorisé commercial qui a été désarchivé récemment. Vous pouvez visiter le HQ. Vous pouvez trouver vous avez fait 2 heures, vous allez 2 heures au sud dans l'Oregon. Vous pouvez trouver le original. Vous avez visité le site du tout premier géocache. Donc c'est un lieu de pèlerinage pour tout géocacheur. Mais aussi vous verrez à quel point c'est une boîte sympa qui tourne entièrement sur le cache flow depuis 18 ans. C'est du jamais vu dans la high-tech. Parce que dans la high-tech, en général, on crée quelque chose, on veut le vendre, on veut faire son OPA, etc. Et là, c'est totalement family owned and operated et qui tourne uniquement sur du cash flow. Je mettrai le code d'essai quelque part par là, si jamais vous avez l'occasion de visiter. Comment se passe la publication d'une géocache? Est-ce qu'il y a un logiciel spécial? Et notamment, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'arête des 161 mètres? Est-ce qu'il y a des cercles qui se dessinent? Quand on commence à passer ta cache en review, on clique là-dessus et ça ouvre une page qui n'a pas la page que vous voyez. C'est votre description, mais dans un cadre avec plein d'autres informations, notamment la distance vers les caches les plus proches. Et des indications, est-ce qu'il y a un conflit, etc. Ensuite, le fait qu'il y ait un conflit ne veut pas forcément dire que c'est un problème qui va empêcher la publication de la cache, parce que c'est peut-être trop proche d'une autre cache à toi, que tu as, et on regarde et c'est un brouillon que tu n'as pas touché depuis 6 mois. Donc on dit, ok, c'est pas celle-là qui veut, donc le conflit n'en est pas un. Est-ce que vous avez l'attribut du fauteuil roulant et vous n'avez pas mis du terrain, une étoile, des choses comme ça. Ensuite, on lit le texte, on regarde sur la carte dans la mesure du possible pour voir si c'est au milieu d'un champ. Mais bon, par exemple, on a Street View, mais Street View n'a pas tous les sentiers. Et les reviews allemands n'ont pas Street View, il n'y a pas de Street View en Allemagne. Donc, ça nous aide. Alors, si vous dites la cache est à côté du lampadaire et on voit que c'est au milieu d'un champ et que le village le plus proche c'est à 3 km, on va peut-être poser une question. Mais ça, c'est limité. Donc, on regarde, on lit le texte, on vérifie qu'il n'y a pas de commercialité, etc. On va en bas et on regarde les notes que vous avez laissées qui disent parfois merci de ne pas publier la cache pour l'instant, je vérifie juste les emplacements. Alors, ces notes-là, tout le monde ne peut pas les voir. Alors, en fait, au moment de la publication de la cache, toutes les logs du type Enable, Disable et Review a Note sont archivés. D'accord. Si vous mettez Write Note, ça c'est quand vous déposez un travel bug par exemple, ou vous dites il y a un cadeau pour le FTF, ça reste. Mais tous les Review a Note, les Enable et les Disable sont supprimés au moment que moi je clique sur le bouton pour Publish. Okay. Donc vous pouvez laisser tous les indices que vous voulez, ce n'est pas publié. Est-ce que c'est souvent utilisé? Est-ce que c'est conseillé d'écrire des... C'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon, maintenant, ce n'est pas obligatoire d'écrire plus que point, mais on demande, il dit par exemple, vous pouvez expliquer où est posée votre cache. Ils disent bonjour, la cache, et puis au moment qu'ils disent, écoute, j'ai ouvert une boîte de dérivation de l'EDF et je l'ai coincé derrière un disjoncteur 415 volts. On dit, ouais, ok, peut-être. Ça risque d'être un peu limite. Ouais, c'est un peu limite. Mais en général, c'est là où on trouve, par exemple, merci de publier la cache samedi après 17h. Alors, petite précision, juste au moment de l'édition de la cache, lorsque vous demandez la publication, c'est possible qu'un reviewer vous pose une question, par exemple, est-ce qu'elle est dans le mur, est-ce que le mur est dégradable? Voilà, donc, une question qui m'a été posée. Voilà, moi aussi j'en ai fait les frais, et parce qu'en fait le reviewer n'a peut-être pas forcément accès à ce lieu sur Google Maps 3D du coup, donc il demande si le mur est démontable ou non. Ouais. Voilà. Bon, si le hint dit c'est dans le mur, on va dire écoute c'est un mur en béton. En général les murs on est assez sensible parce que si vous possédez un mur et vous souhaitez le démolir, pas de problème, dites qu'il y a une cache dedans, sans le poser véritablement, surtout un mur en pierre sèche, dites qu'il y a une cache dedans et d'ici 3 semaines les géocacheurs vous auront démoli le mur à la recherche de votre cache. C'est passé récemment cette... En fait c'est une interdiction en Angleterre depuis très longtemps. Ouais. Parce qu'en fait, les guidelines sont écrits principalement aux États-Unis. Et là, ils n'ont pas de mur de pierre en pierre sèche. Ils n'ont pas ces traditions agricoles vieux de 200-300 ans.
Et en Angleterre, il y en a beaucoup, ils sont très sensibles. On a commencé à découvrir en France que effectivement ça peut faire des dégâts. Et puis on reçoit une note de la maire d'une commune en disant écoute, on avait une beau mur et c'était démoli par les géocacheurs. Bon, c'est difficile à prouver, mais en général, on demande pas dans le mur et de préférence pas juste à côté d'un mur où les gens vont dire ah c'est certainement dans le mur et vous avez été très malin, vous avez placé dans l'arbre à côté, mais donc malheureusement le géocaching, le géocaching est populaire, mais ça veut dire que quand vous avez une vingtaine, une trentaine de personnes qui descendent sur le site d'une cache, surtout quand il y a un FTF qui n'a pas été fait depuis 3 jours et tout le monde est certain qu'ils vont l'avoir. C'est comme s'il y a le loto qui n'est pas gagné pendant 6 semaines et ça arrive à des milliards. Et à ce moment-là, bon, vous avez une certaine responsabilité de ne pas être à l'origine des dégâts à l'environnement. Est-ce qu'un reviewer a le droit de faire une cache mystérie ou autre dont il s'est chargé de la publication, dont il a les coordonnées finalement? En fait, tout reviewer peut regarder les coordonnées finales de toute cache. Donc, ce n'est pas une question d'être... En général, les reviewers font très peu de FTF. Alors, c'est un peu à la bonne conscience de chaque reviewer. Si moi, je suis chez moi l'après-midi en train de faire autre chose et j'ai un mail qui dit qu'il y a une nouvelle traditionnelle qui a été publiée à 2 km de ma maison par un autre reviewer et donc j'étais pas du tout au courant de la préparation, je monte sur mon vélo et je pars comme les autres. En revanche, il serait un peu méchant si je vois un mystérie très difficile que je sais va prendre 3 semaines à résoudre, je le publie et puis je prends juste le coordonnée finale et je vais sur place. Pour l'anecdote, dans ma liste GSAC, on a tous une badge GSAC avec les caches qu'on va pas... Moi, j'ai une liste d'une quinzaine de caches à moins de 10 km de chez moi où j'ai l'énigme où je n'arrive pas à la résoudre. Sinon, quelqu'un a dit, mais il y a aussi des chercheurs qui font ça, il y a aussi des chercheurs qui loguent leur propre cache. Je dirais c'est comme chercher ses propres œufs de Pâques. Il n'y a rien qui l'interdit, mais... Pas vraiment d'intérêt, ouais. Toi, personnellement, quel conseil tu donnerais à un géocacheur qui pose sa première géocache? Alors, vérifiez que vous savez à quoi correspondent les coordonnées. Vérifiez que vous avez une appli qui sait saisir les coordonnées avec 5 chiffres après les degrés et pas juste minutes et secondes en entier. Parce qu'une seconde de latitude représente 31 mètres. Et on voit pas mal de caches où c'est clair que les coordonnées sont des secondes exactes. Ne pas relever les coordonnées avec Google Maps. Ne pas dire que vous avez affiné vos coordonnées avec Google Maps parce qu'il y a des erreurs dans Google Maps. Il y a des zones dans Google Maps où les coordonnées ont des erreurs non négligeables. Donc, fiez-vous à votre appareil GPS avec une bonne appli ou votre téléphone avec une bonne appli ou évidemment de préférence une GPS de randonnée. À part ça, je dirais plus de caches vous avez trouvé, plus vous aurez compris qu'est-ce qui fait une bonne cache, qu'est-ce qui fait une mauvaise cache. Aujourd'hui, je crois que c'est même marqué, nous recommandons de trouver 20 caches avant d'en placer une, mais parmi les meilleures caches que j'ai jamais trouvées de ma vie, figurez certains qui ont été placés par des gens qui n'en avaient jamais trouvé. Et évidemment, la toute première cache qui a été posée par quelqu'un qui n'en avait jamais trouvé auparavant. Ouais, c'est une bonne remarque. D'ailleurs, cette cache aurait été très probablement interdite aujourd'hui parce que ça contenait de la nourriture. Mais à part cela, la toute première cache jamais posée a été passée par quelqu'un qui n'en avait... Donc moi, je suis moins militant sur ce point que certains. Pour les chercheurs qui se plaignent que encore une cache de merde posée par quelqu'un qui n'en avait jamais trouvé, je dirais qu'il faut accepter que de temps en temps, dans la vie, il y a une certaine déception. C'est parfois frustrant de trouver une mauvaise cache ou d'avoir un DNF parce que c'était à 400 mètres, mais il y a encore 250 000 caches en France que vous n'avez pas trouvées. Pourquoi la règle des 161 mètres? Et ça, c'est une question qui me tient à cœur. Parce que sinon, vous avez déjà vu ces Power Trails aux États-Unis avec 1000 caches. Parce qu'ils ont une route qui fait 160 km et place. Sinon, quelqu'un ferait une collection d'une cache tous les centimètres. Il faut quelque part une distance minimum parce que voilà. On est d'accord. Le 161 mètres, c'est au pif d'un jour où quelqu'un dit 1/10 of a mile. Donc site US oblige, c'est un dixième de mile. Alors bon, déjà pourquoi un dixième? C'est parce qu'on a 10 doigts. Mais bon, et donc c'est 0,1 mile, ce qui est 160,8 mètres.
Et c'est quelque chose qu'on défend parce qu'il faut défendre certaines choses. Donc pourquoi c'est 161? C'est parce que c'est 1/10 d'un mile et qu'on voudrait que ça s'applique à travers le monde. Et puis c'est une petite blague entre géocacheurs, 161 mètres. Mais pourquoi 161 pas? Parce que c'est un site américain. Pourquoi il y a une limite? Parce que sinon il y aura des endroits où les gens auront mis... les caches tous les 10 cm. Ouais. Alors justement, par rapport à cette règle des 161 mètres, comment trouver un emplacement de cache valide en tant que poseur? Vous avez déjà la carte avec les cercles qui affiche les cercles rouges sur la carte en disant voici votre cache, voici les zones de 161 mètres autour des caches. Bon, premièrement, il y a les caches Premium Member Only. Si vous êtes Premium Member, vous les voyez sur la carte. Si vous n'êtes pas Premium Member, vous ne voyez pas les cercles autour de ces caches-là. Donc, c'est environ 12%, je crois, du parc français des caches. Donc, il y a une chance qu'il y ait un cache premium que vous ne voyez pas. Alors, la solution, c'est de devenir membre premium. T'as compris, j'ai peur. Oui. La solution est de devenir membre premium. Évidemment, je dirais, on ne va pas trop pousser à la consommation, mais c'est certainement pour ça que je dirais il faut donner des avantages aux membres premium. Deuxièmement, c'est peut-être qu'il y a le waypoint final d'une cache mystery ou multi. Alors là, la solution, c'est de trouver un maximum, dans la mesure du possible et de vos capacités, des caches multi et mystery du coin, et Where I Go et Letterboxd, et d'accepter que moins vous trouvez de ces caches-là, plus vous avez de chances que votre traditional ne va pas forcément passer. Le troisième, c'est que quelqu'un d'autre est en train de préparer une cache au même endroit que vous. Et donc, il m'arrive parfois, le soir, j'ouvre la liste des caches et je trouve 2 caches sur le même lavoir, dans un petit village quelque part, et 2 placeurs ont eu la très bonne idée de passer une cache aux 2 extrémités de ce lavoir, à 5 mètres d'écart, le même jour. Et les codes GC, on prend en général le code GC le plus ancien. Mais vous avez le GC7 ABCD et vous avez le GC7 ABDF. Et la page a été créée 10 minutes plus tard. Mais jamais il aurait pu voir ça, parce qu'en plus, on n'affiche pas les caches en temps de création, parce que ça permettrait aux gens de piquer l'FTF. Donc il y a toujours une chance. Même si vous êtes premium, même si vous avez trouvé toutes les caches du coin, il n'y a pas de garantie absolue que quelqu'un d'autre ne serait pas là avant vous avec une cache. Donc placer une cache comporte des incertitudes. Si vous allez placer une cache qui va vous prendre 300 € d'achat de matériel et 3 mois de préparation, créez la page avec les coordonnées, contactez les reviewers et dites écoute, est-ce que cet emplacement est disponible? En revanche, merci de ne pas faire ça pour votre PowerTrail de 100 micros, de demander parce que sinon le travail de publication est doublé. Quelle est la demande la plus farfelue qu'on t'ait soumise? La meilleure que j'ai eue, c'était donc il y a quelques années, c'est quelqu'un qui proposait une cache virtuelle qui n'est plus acceptée depuis novembre 2005, sauf pour l'initiative de l'année dernière, les Virtual Rewards, mais c'était en 2010, cette cache environ. Donc ça faisait déjà 5 ans qu'on ne publiait plus de virtuel. C'était dans un avion spécifique. Donc c'était dans le Boeing numéro F-ABCD. Donc il fallait avoir un vol sur cet avion-là. Et c'était dans le petit cendrier sous la couvercle qu'ils avaient écrit, graffitié un code qu'il fallait envoyer en vérification. Donc on ne pourrait pas utiliser son GPS, il fallait acheter un billet d'avion, ils avaient vandalisé l'avion pour le faire, c'était une virtuelle. Si on devrait imaginer une cache qui violait le plus grand nombre de guidelines possible, je dirais que c'était celle-là. Mais on voit aussi parfois surtout des gens qui ont juste vu une émission sur le geocaching et ils pensent qu'ils ont compris le jeu et qui proposent des choses. On voit parfois des caches assez impossibles. Combien ça prend le temps de valider une géocache? Une cache entre 2 minutes et 6 mois. Ah ouais. Non, 6 mois c'est rare. Entre 2 minutes et quelques allers-retours avec le placeur en disant désolé, il va falloir le déplacer. Le pire, c'est quand quelqu'un passe une cache dans une zone très bien peuplée en cache et on dit bon, il y a un problème de proximité
Vous êtes à côté. Et il est très assidu, il regarde le cercle, la carte avec les cercles. Ouais. Mais vous avez des villes avec énormément de mystéries, donc Paris, par exemple. Et donc on dit, désolé, il y a une mystérie à 30 mètres, au final d'un mystère à 30 mètres. Alors il trouve un autre endroit, désolé, il y a le final du multi à 70 mètres. Et il arrive parfois de 4 ou 5 fois. Et j'ai parfois un peu peur d'ouvrir la prochaine fois parce que je suis sûr qu'il va dire, merde, mais qu'est-ce que vous m'envoyez là? Et souvent les placeurs font preuve d'énormément de patience, mais on essaie de pas trop donner d'informations parce qu'il y a des gens qui pourraient utiliser ça pour trouver justement des mystéries qu'ils trouvent trop difficiles en disant, ah, il y en a un dans ce coin-là, c'est peut-être celle que tu cherches. Alors forcément, à titre personnel, je l'ai aussi vécu. En fait, tout ce qu'on dit, je l'ai vécu. Il a tout vécu, hein? Voilà, c'est ça. Hein. Je suis un endurci. T'as publié combien de cash? Faut donner, je crois que c'est un 3 chiffres. Ouais. Ah, okay. ABC, ouais. 3 chiffres, on en restera sur ce point. Et en fait, je voulais publier une, et puis un jour après, le reviewer m'a dit ah bah non, c'est la coordonnée finale d'une multicache. Donc forcément, moi j'ai dû le bouger, mais je trouvais plus forcément la planque adaptée. Donc du coup, j'ai fait un joli 500 mètres. Ah ouais. Bon, passons à la partie intéressante à présent. On s'est un peu échauffé. Donc du coup, j'ai formulé 2 questions. Voilà, seulement 2. Donc la première, c'est est-ce qu'un joueur peut être banni pour X raisons? Oui, ça arrive de temps en temps. Assez peu quand même. Il arrive parfois que un joueur s'en prend à un autre ou un reviewer à travers le site, à travers les insultes. On lui demande de se calmer et s'il ne se calme pas, on demande à Grand Speed de regarder et parfois il est interdit. Et souvent c'est une interdiction du site d'une semaine. Et c'est quoi les sanctions? Ça peut aller de combien à combien? En cas de récidive, ça peut augmenter. Il y a, je crois, 2 joueurs en France qui sont bannis à vie. C'est pas moi, c'est une bonne chose. Mais bon, il faut vraiment insister. Ok, ensuite, deuxième et dernière question du coup. Que se passe-t-il si sur une page de log, donc sur le site, on marque un found suivi d'un DNF? Est-ce que ça va modifier les statistiques? Est-ce que ça va faire un bordel? Faut savoir que jusqu'il y a 2 ans environ, tu pourrais loguer autant de found et de DNF que tu voulais. Et les found étaient même comptés individuellement. Donc, oui, tu pourrais loguer found. Oui. En fait, il y avait des gens, il allait à un event et il y aurait on appelle ça les pocket cache, qui n'étaient pas vraiment listés sur le site. Et ils disaient, j'ai trouvé 4 pocket cache, donc je log l'event 5 fois. Une fois pour l'event et 4 fois pour les autres parce que j'ai trouvé ces 4 caches. Mais on pourrait aussi loguer ses propres caches 2 fois. Aussi, par exemple, parce que j'ai trouvé une cache, quelqu'un a supprimé mon log ou trouvé que mon found n'était pas justifié. Bon, j'allais loguer une autre cache 2 fois pour compenser. Maintenant, tu ne peux pas loguer 2 fois found. Qu'est-ce qui se passerait sinon? Alors, je ne sais pas s'il interdit ou si en tout cas il ne compte pas. Mais un found suivi par un DNF, le DNF c'est traité comme une write note. Ça n'annule pas, ça ne vient pas annuler le found. D'accord. Par exemple, si moi j'ai trouvé une cache en ville et moi je vais avec vous, on dit tiens, il y a une chouette cache ici et on constate que ce n'est pas là, peut-être que vous êtes même des nouveaux joueurs, donc je vais loguer DNF pour que le placeur reçoit un DNF classique en disant écoute, il y a eu un DNF qui en plus fait marcher dont j'ai parlé tout à l'heure, le système de l'algorithme pour détecter les caches qui ont un problème. Ça mérite un DNF, j'étais sur place. Mais ça fait rien exploser. D'accord. Ça fait rien exploser. Le site est en fait relativement fiable. Quand tu penses, le site est quasi toujours là. De temps en temps, les dimanches soirs en Europe, c'est un peu lent pour loguer. Mais quand on voit la quantité de logs qui sont faits, par rapport aux ressources matérielles qui sont là derrière, il n'y a pas beaucoup de crash, il n'y a pas beaucoup d'indisponibilité. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a perdu le texte de sa cache. Oui, c'est vrai. Il y a quelques petits bugs. Mon bug préféré, c'est quand tu as une description qui est au maximum de la description et tu essaies de l'éditer, tu ne peux pas parce qu'il transforme certains caractères dans un truc plus grand et ça dépasse le nombre de... Ah oui. Mais bon, il y a des micro-bugs comme ça, mais ça fait 14 ans que j'utilise ce site. Alors, une fois, ils avaient un incendie dans l'immeuble qui abritait des serveurs. Et le site était out pendant 72 heures, c'était en 2009 environ.
Mais ils ont très peu. Et par exemple, quand les serveurs bloquent à 3 heures, c'est midi en France, le dimanche, vous voulez se faire une sortie pour l'après-midi, votre Pocket Query ne vient pas, le serveur est bloqué. Une fois que c'est remarqué, quelqu'un va le remonter et quelqu'un à Seattle reçoit un bip et il sort de son lit et il va redémarrer le serveur à 3h30 du mat, heure locale, parce qu'il y a aussi une surveillance 24 heures sur 24 des opérations du site. C'est vraiment quelque chose c'est assez professionnalisé pour une petite boîte qui supervise un jeu qui, à la limite, n'est pas vraiment important. Ils ont un taux de disponibilité qui n'est vraiment pas mal. Bon, du coup, dernière question. Non, mais t'as une autre question? Oui. Pour toi, c'est toi. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Bah, je sais pas, écoute. C'est une petite blague. Je sais pas. Voilà. Je suis tombé dessus sur toi par hasard, on va dire. Ouais. Le géocaching, moi j'ai acheté un GPS parce que on faisait des randonnées avec ma femme et un jour, nous avons passé 30 minutes dans la pluie parce que nous naviguons sur les cartes IGN. Et bon, sur les cartes, c'est jamais clair si c'est un sentier ou c'est une ligne électrique. On n'était pas sûr où on était. On avait passé 30 minutes dans la pluie et on s'est rendu compte finalement qu'on était à 20 mètres de la voiture. Et il fallait juste traverser une petite pente et on aurait été à la voiture. Et je me suis dit, avec un point GPS, je pourrais marquer le parking, ce qu'on oublie toujours aussi quand on fait du géocaching. On arrive à faire un waypoint pour le parking, non, on oublie. Et donc j'ai acheté ce petit GPS et dans les instructions, il y avait marqué blablabla et vous avez ça. Ceci est intéressant pour la fonctionnalité géocaching. C'est quoi ça? Donc, je vais aller sur Google à l'époque et là, en fait, je suis tombé sur un autre site, pas geocaching.com, Navicache, je ne sais pas si ça existe même encore. Et le Navicache le plus proche était à Karlsruhe, était à 60 km. Donc, j'avais des amis en visite, on est allé voir, c'était chouette multi en plus. J'ai trouvé, et je suis revenu et je voulais loguer, mais je ne retrouvais pas Navicache, j'ai trouvé sur geocaching.com. Donc la toute première cache que j'avais trouvée était à 60 km de chez moi, qui est assez rare, mais j'ai trouvé à travers le manuel d'instruction du GPS. Ouais. Écoutez, les questions sont terminées. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que le géocaching, c'est un jeu avant tout. Voilà. Et puis, on se retrouve à très vite pour de nouvelles caches. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. On se dit à très bientôt, les géocacheurs. Salut! Ouais, bah à bientôt. Merci Nick, on voit la prochaine. Ouais, ça marche. Le reviewer qui court après son FTF, hein, il change pas d'habitude, hein, ça reste un géocacheur.